Alors bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Mais approchez-vous messieurs. Ce soir vous êtes nos alliés. Alors votre présence est très très importante pour nous. Alors bienvenue à ce cocktail de la Journée internationale des femmes. Mon nom est Siem Negas, directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec et j'ai le plaisir d'être votre maître de cérémonie ce soir. Alors, je ne sais pas. Oui, il y a un youhou. OK, merci. Alors, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, les femmes, on adore être en avance. Hein. La journée, c'est le 8 mars et on est le 27. OK, donc, je ne sais pas, on a ce super pouvoir d'anticipation. Et pour ceux qui auraient vu leur agenda aujourd'hui, nous, on a déjà planifié, organisé, fait un plan B. Et je pense qu'on va se vanter, on a même acheté les cadeaux de Noël 2025. OK, c'est ça. Il y en a qui rient, je pense que c'est vrai. Alors, on va essayer de profiter de cette avance en se disant qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est importante. Mais on aimerait qu'on ne la fête pas juste le 8 mars. Il faut qu'elle soit tous les jours, cette journée-là. OK? Donc, tous les jours, il faut qu'on soit fiers des projets qu'on mène, qu'on soit fiers de ces barrières et de ces plafonds qu'on explose et qu'on soit fiers également de la réalisation de notre succès. Donc, pour aller plus loin, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais remercier les partenaires qui permettent la réalisation de cet événement aujourd'hui. Alors cet événement est permis grâce et présenté par le Ceci. Donc, on a une belle équipe du Ceci aujourd'hui. Vous pouvez vous montrer. Bravo. Bravo, un très beau partenariat, une belle collaboration. On est vraiment très, très contents de faire affaire avec eux. Et soutenu par Affaires mondiales Canada, en collaboration avec B2B2Go, quelque part, de l'autre côté, BDC, merci, et l'équipe des femmes entrepreneurs de la TD. Alors, je ne sais pas s'il y en a ce soir. Ben voilà, merci, oui. Et on ne le dira jamais assez parce que c'est là qu'on fait la majorité de nos événements. Merci à notre BDC de nous permettre la réalisation de ce bel événement et également tous les autres qui se font depuis quelque temps ici. Alors, pour assurer un bon déroulement de cette présentation et de ce panel, puis je vous dis qui s'annonce très, très prometteur, moi, je vous demanderai de mettre votre téléphone en mode silencieux, s'il vous plaît. Alors oui, c'est le moment de le faire. Et par contre, gardez-le proche de vous parce que vous avez un hashtag à utiliser qui est très, très important, qui est, alors qu'est-ce qu'on m'a mis, qui est la GIF 2025. Et surtout, mettez-vous dans la mire de notre photographe Gaël, qui est juste là derrière. Bonjour Gaël. Également de Justin et de Julie, qui sont juste derrière. OK, vous allez inonder, rayonner nos médias sociaux et les vôtres également. Donc, c'est ça le but. Alors, à présent, permettez-moi de vous présenter le déroulement de ce cocktail. Donc, dans quelques minutes, je céderai la parole à Véronique Dorval, présidente et exécutive et chef de l'exploitation à la BDC, pour un mot de bienvenue et une reconnaissance territoriale. Elle sera suivie par un mot de bienvenue de Ruth Vachon, chef de la direction du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Juste après, je donnerai la parole à Stéphanie Nichols, directrice communication et développement philanthropique au Ceci. Stéphanie, je ne te vois pas. Bonjour Stéphanie, oui. Elle sera suivie d'un mot d'introduction de Sophie Langlois, journaliste au Téléjournal de Radio-Canada, qui animera le panel de ce soir. Et c'est le moment où moi, je vais devenir très, très groupie parce que je suis très fan de Madame Langlois. Voilà. Alors, Véronique, à toi la parole. Alors, merci. C'est vraiment excitant de voir une salle aussi comble aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir au Square de la BDC en tant que femme, en tant que mère de 2 jeunes filles qui m'inspirent à chaque jour, en tant que professionnelle du milieu de la finance et en tant que chef de l'exploitation de BDC pour souligner ensemble la Journée internationale de la femme.
Alors, je vais commencer par une reconnaissance territoriale pour témoigner de notre respect envers les peuples autochtones et pour leur apport et leur résilience. Le siège social de BDC à Montréal est situé sur des terres autochtones non cédées. La nation de Kanien'kehá:ka est reconnue comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et qui nous accueillent aujourd'hui sur leur terre. Donc, on veut souligner qu'on respecte les liens permanents avec le passé, le présent et le futur dans nos relations avec les peuples autochtones et les autres peuples de la communauté de Montréal. L'événement de ce soir a une grande importance. C'est un événement qui est un puissant rappel non seulement des belles réalisations, des progrès qu'on devrait célébrer dans le rôle que les femmes jouent aujourd'hui dans la réalité économique au Québec, au Canada, mais aussi qui nous rappelle qu'il reste du chemin à faire. Le thème de la Journée internationale des femmes cette année, Accélérer l'action, m'interpelle particulièrement parce que je crois profondément qu'on a besoin de plus de vitesse, de momentum, de gestes concrets et d'actions intentionnelles si on veut continuer à avancer. J'ai hâte qu'on passe de l'étape de la diversité, où on est aujourd'hui, où on reconnaît les traits qui nous différencient, à celle de l'inclusion, où les femmes sont appréciées pour leur potentiel, pour leur performance démontrée et pour la perspective différente qui est vraiment porteuse de valeur. Cette distinction, elle est parfois subtile, mais elle reflète un changement profond de perspective qu'il nous reste encore à terminer. Alors, je ne pourrais pas vous parler de ça aujourd'hui sans avoir eu des sources d'inspiration personnelles, des mentors, mais aussi beaucoup de femmes entrepreneurs que j'ai la chance de rencontrer à tous les jours et qui démontrent une résilience incroyable, une vision et une capacité de se projeter dans leur vision et leurs rêves d'entrepreneurs qui sont toujours très inspirants. Alors, pour appuyer ces femmes au cours des dernières années, et au cours de la dernière année, BDC a créé un programme d'entrepreneuriat inclusif dont nous sommes très fiers et qui comprend, entre autres, la création d'une équipe dédiée à l'entrepreneuriat inclusif, dont le segment des femmes. Au cours des 2 dernières années à la BDC, on a réussi à augmenter par 21% le nombre d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs qu'on soutient. On en soutient plus de 21 000 maintenant. On sait toutefois qu'il reste encore des défis importants. Moins de 20% des entreprises du secteur privé au Canada sont détenues en majorité par les femmes. Et ça, même si les femmes, comme on le sait, représentent la moitié de la population. Donc, les femmes créent aujourd'hui plus de 1,5 million d'emplois au Canada. Ils contribuent à la hauteur de 150 milliards à l'économie canadienne. Et moi, j'aime bien réfléchir à ce que pourrait avoir l'air notre pays lorsque les femmes représenteront 50% des entrepreneurs. Donc, en favorisant l'équité entre les genres, la participation économique des femmes à l'économie québécoise, à l'économie canadienne, on pourrait ajouter 150 millions de dollars au PIB canadien, et c'est peut-être un chiffre avec lequel vous êtes familier, parce qu'on en entend parler pour bien d'autres raisons ces jours-ci. Et donc, on pourrait régler et combler l'écart entre ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on a comme économie aujourd'hui, et une économie où il pourrait avoir des barrières à notre développement économique. Si vous voulez en connaître davantage sur l'appui que BDC peut vous apporter en tant que femme entrepreneur, je vous suggère d'aller voir sur notre site. On est prêt à accueillir, à aider beaucoup plus de femmes entrepreneurs. J'ai aussi 2 collègues ici aujourd'hui, Maude, si tu veux lever la main, Maude, et Nadine,
que je ne vois pas. Ah, Nadine qui est ici, qui font partie de notre entrepreneuriat inclusif et qui seront heureuses de vous parler. Donc, la Journée internationale de la femme est une belle opportunité de réflexion, une belle opportunité de recharger les batteries, de se rappeler de ce qui nous motive pour aider à l'autonomisation des femmes. Pour moi, c'est l'occasion, comme source de motivation, de me connecter à d'autres femmes, des femmes inspirantes dont vous faites partie, et de me recentrer sur mes 2 belles-filles, réfléchir et me projeter dans l'avenir où mes filles seront devenues des femmes et auront, je l'espère, plus d'opportunités qu'on aura réussi à créer ensemble. Alors, sur ce, je passe la parole à Ruth, que je sais sera vous intéresser à travers ses propos et qui est une de ces femmes drôlement inspirantes qu'on a au Québec. Merci, Ruth. Alors, Véronique, tes filles, je ne sais pas si je vais être encore là, mais on est des créatrices d'opportunités. Hein? Fait que tu peux nous les envoyer, on va t'organiser ça, ce ne sera pas long. Ce sera pas long. Au Réseau des femmes d'affaires du Québec. D'abord, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir. Bravo d'avoir bravé la neige. Allô, Suzanne, t'es revenue? Allô? Alors, au Réseau des femmes d'affaires du Québec, tantôt, CM le disait, la Journée internationale des femmes, pour nous, c'est vraiment l'événement de rayonnement où on essaie de s'inspirer puis de voir un peu, on dit tout le temps, mais d'où est-ce qu'on est parti? Et à toutes les années, moi, ça fait 15 ans, et à toutes les années, on parle tout le temps de nos acquis, puis de nos acquis qui sont fragiles. Puis c'est drôle parce qu'on dit ça, puis on dit tout le temps ça en se disant, bon, on dit que c'est fragile, mais en tout cas, on ne pense pas qu'on va retourner en arrière, tu sais. Mais je trouve qu'à cette année, on a quand même un petit rappel à l'ordre sur comme, OK, ça se pourrait qu'on fasse un petit bout en arrière. Mais dans la vision du réseau, là, on revient en arrière. Je vous dirais qu'il y a une espèce de petit découragement qui dure 15 minutes. Puis après ça, moi, perso, et toute l'équipe, ne me sens plus arrêtable. Je vais juste penser à, OK, qu'est-ce qu'on n'a pas compris qu'il faut qu'on fasse chez nous, puis qu'il fasse que c'est correct, le pouvoir des autres, ça leur appartient, mais c'est quoi notre pouvoir à nous? On dirait qu'on l'avait inventé avant qu'il nous arrive avec un vent qui tourne comme ça. Parce que depuis 3 ans, on a créé quelque chose qui est extraordinaire. On a lancé cette année une plateforme qui s'appelle Maya. Maya, c'est pour nous, c'est pour celles qui ne savent pas, là, ce qui nous guide tout le temps, c'est créer de la richesse au féminin. Comment on peut mettre de l'argent dans les poches des femmes parce qu'elles redistribuent leur richesse d'une façon très, très, très à proximité de chez elles. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ça. C'était pour amener les grandes entreprises à déposer des appels d'offres pour que les femmes puissent y avoir accès d'une façon beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas si simple que ça, hein, les appels d'offres avec les grandes entreprises. Hein, c'est plus de pages qu'on pense, puis c'est des fois en dehors un petit peu du temps qu'on a quand on a 2 personnes, 3 personnes dans l'équipe. Alors, on a commencé à construire, puis on a construit avec les autres provinces et tout ça. Et il y a quelques semaines, je suis à Toronto avec mon groupe de femmes entrepreneurs. Et ensemble, on représente à peu près 70 000 femmes entrepreneurs à travers le pays. Et ils me disent, Ruth, tu sais quoi? Tu vas nous sauver la vie. Ah oui? Ouais. Toi, Ruth, là, tu vas vraiment nous sauver la vie. Genre, oui, qu'est-ce que je vais faire? Toi, ton Maya, là, on est prête, nous autres, à t'amener toute notre base de données pour s'assurer que toutes ces femmes-là vont être capables d'être ensemble puis de bénéficier de ces opportunités-là. Je peux juste vous dire, là, que je suis plus arrêtable. Hein, depuis qu'ils m'ont dit ça, j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce que je me disais, dans 1 an, on va avoir des femmes entrepreneurs, puis on va avoir peut-être une centaine de grandes entreprises, mais ça ne rend pas la vie nécessairement plus facile. Là. Quand Hydro-Québec dépose un appel d'offres, c'est pas demain que tu peux vraiment y répondre. T'sais. Et là, le flash m'est venu que demain, c'est 15 000, 20 000 femmes entrepreneurs qui se ramassent là. Quand j'ai un bassin comme ça, l'impact qu'on est capable de créer, parce que faire de la business ensemble, là, ça fait partie de notre capacité, ça fait partie de... C'est à la mesure de notre capacité. Et c'est beaucoup moins compliqué. Une femme qui écrit dans un petit formulaire, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à refaire la vision, la planification stratégique de l'organisation. C'est un contrat qui est à la mesure de ma capacité, je suis capable de le réaliser, multiplié par 25 000 fois. Alors nous, là,
Je peux juste vous dire qu'on est un canal pour être capable de créer ces opportunités-là qui s'en viennent. Puis si ce soir, vous n'êtes pas sur Maya, je vous dis que demain matin, vous allez l'être. Puis dans un an, on va être 25 000 à faire des business ensemble. Alors, je peux juste vous dire qu'on n'est pas capable de se décourager. Bonne soirée. Merci Ruth, convaincante. Hein? Oui, moi je pense que oui. À présent, j'appelle Stéphanie Nichols, okay, du Ceci. Je pense que j'ai ton titre. Hein? Je le dis? Tu le dis toi? OK, on est très authentique hein, ici, donc je vais laisser Stéphanie se présenter. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du Centre d'études et de coopération internationale, le CECI, une organisation qui, depuis plus de 65 ans, œuvre pour l'égalité des genres, le développement économique inclusif et la solidarité internationale. Nous accompagnons les femmes entrepreneurs dans la création de modèles d'affaires durables, facilitons leur accès au financement et au marché et les soutenons dans l'exercice d'un leadership fort au sein de leurs entreprises et communautés. Avant d'aller plus loin, je tiens à saluer nos panélistes d'exception, l'honorable Amina Gerba, Marie-Claire Dumas, Mélanie Bilodeau et Dr Valérie Kenom-Indiaye, qui, par leur engagement, incarnent la solidarité économique et entrepreneuriale que nous voulons renforcer aujourd'hui. Nous partageons une conviction profonde. Le pouvoir économique des femmes est un levier incontournable pour bâtir des sociétés plus justes. Ce pouvoir ne s'agit pas seulement de générer des revenus, mais englobe la capacité des femmes à influencer les décisions économiques et stratégiques, à accéder équitablement aux ressources et aux opportunités de marché et à développer des entreprises prospères. Quand les femmes ont plus de pouvoir économique, de bonnes choses se produisent. Une étude récente de la Banque européenne d'investissement révélait que les entreprises dirigées par des femmes sont plus enclins à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. De plus, selon une étude de l'OCDE, les entreprises qui intègrent l'égalité des genres dans leur modèle d'affaires sont 20% plus susceptibles de maintenir leur rentabilité en période de crise. Et à l'heure actuelle, quand nous faisons face à des tensions commerciales internationales, comme la menace de l'imposition des tarifs douaniers par les États-Unis, ça nous oblige à repenser nos structures d'entreprise et nos partenariats d'affaires. Cette situation souligne l'importance de modèles d'affaires résilients, capables à s'adapter aux fluctuations du marché et aux aléas géopolitiques. Prenons Maria, une entrepreneure bolivienne, et Elfie, une entrepreneure québécoise d'origine péruvienne, jumelée par notre programme Femmes entrepreneurs solidaires, un programme de mentorat international pour femmes d'affaires financé par Affaires mondiales Canada. Maria luttait pour accéder au financement en Bolivie et aux marchés internationaux. De son côté au Québec, Elfie cherchait un approvisionnement éthique et durable pour son entreprise. Leur mentorat réciproque a changé la donne. Maria a affiné sa stratégie marketing et Elfie a noué des liens directs avec des productrices de cacao en Bolivie. Ce modèle démontre que la solidarité entrepreneuriale ne doit pas être un simple geste philanthropique, ni une case à cocher en responsabilité sociale. Pour transformer durablement des dynamiques de pouvoir, il faut bâtir des modèles économiques où chaque femme, à chaque maillon de la chaîne de valeur, voit son pouvoir économique renforcé sur le long terme. Nous devons créer des collaborations équitables et réciproques entre les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, où la réussite des unes ne repose pas sur la précarité des autres et où l'accès aux ressources et aux opportunités n'est pas un privilège, mais un levier de transformation durable. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de bâtir une solidarité entrepreneuriale sans frontières, où l'entrepreneuriat féminin devient un moteur puissant pour un avenir plus résilient, inclusif et durable. Ensemble, faisons en sorte que cette vision devienne une réalité. Merci.
Merci Stéphanie, je me rappelle de son titre. Alors Stéphanie est directrice des communications et développement philanthropique au ceci. Merci Stéphanie. Et là, c'est le moment où mon cœur va bondir de ma poitrine, parce que j'ai l'impression d'être au téléjournal. Moi, je ne sais pas pour vous, là. Donc, c'est le moment où je vais appeler Madame Sophie Langlois pour une introduction. Et parallèlement, je vais demander donc, à nos panélistes, donc Madame l'honorable Amina Gerba, sénatrice indépendante pour le Québec, Marie-Claire Dumas, présidente du conseil d'administration du CECI, Mélanie Bilodeau, vice-présidente de District Laval, Rive-Nord, services bancaires commerciaux à la TD, et Dr Valérie Konom Ndiaye, médecin nutritionniste et entrepreneur en agroalimentaire au Sénégal. Bienvenue, mesdames. Je vous demande une bonne main d'applaudissements pour Madame Sophie Langlois. Après. Merci. Merci. Mettre ça ici. Ah oui, c'est tout par cœur. Bonjour. Merci d'être là. D'habitude, on m'invite pour parler de l'Afrique ou de développement international ou de droits humains. Mais aujourd'hui, j'ai un panel tellement formidable que je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur dire de plus? On m'a demandé de vous présenter les enjeux et résumer un peu les contenus, les fabuleux contenus que mes 4 belles panélistes vont vous présenter. On nous a demandé d'être inspirantes. Je ne suis pas inquiète. On va l'être ensemble. Alors, je me suis dit, je vais peut-être commencer par une anecdote personnelle, parce que le 8 mars, pour moi, ça a une signification particulière, parce qu'en 93, au mois de février 93, à peu près ces jours-ci, mon nouveau patron, celui qui allait devenir mon nouveau patron, m'a annoncé que je venais de gagner le concours pour un poste à Radio-Canada à Québec. Et il m'a dit, tu vas commencer le 8 mars parce que tu deviens la 2e femme de la salle des nouvelles, en 93. Donc, à chaque année, le 8 mars, je célèbre mon anniversaire professionnel à Radio-Canada. Et quelques années avant, tout juste en sortant de l'école de journalisme, j'ai travaillé quelques mois à CJD, une radio anglophone à Montréal. Le patron, je me souviens très bien de lui et de son nom, Gordon Sinclair, avait été très transparent en m'embauchant. Il m'avait dit, je viens de perdre la seule journaliste que j'avais, j'en ai besoin au moins d'une, ça va être toi. Tu vas lire les nouvelles la nuit, les fins de semaine. Voilà. Je vous dis ça parce que je serais peut-être jamais devenue journaliste si à cette époque-là, fin des années 80, début des années 90, il y avait une pression sociale et politique pour embaucher plus de femmes dans à peu près tous les secteurs d'emploi qui n'étaient pas à ce moment-là non traditionnellement féminins. Donc, les programmes d'équité à l'emploi pour les femmes qui ont vu le jour à peu près à cette époque-là, au milieu des années 80 peut-être, sont pas nés de la bonté des employeurs, mais de cette pression populaire qui grandissait grâce évidemment aux féministes qui dénonçaient les effets de la discrimination envers les femmes, mais aussi grâce aux femmes qui prenaient de plus en plus de place et qui, par leur performance, ont fait en sorte de changer les mentalités envers le travail des femmes parce qu'on était aussi au moins aussi performantes que les hommes dans des postes où on ne nous voyait pas d'emblée avant. Et je vous parle de ça parce que changer des mentalités, ça prend du temps, c'est collectif, mais ça fait des petits. C'est devenu bien... Mais aujourd'hui, les hommes de pouvoir trouvent que c'est bien vu de s'entourer de femmes fortes. On a créé des postes de vice-première ministre pour les mettre en valeur. On a eu une femme première ministre au Québec pendant 2 ans. Mais on les voit de plus en plus dans des postes de pouvoir importants. On a eu une première femme ministre des Finances qui, d'après moi, ne deviendra pas chef du Parti libéral ni première ministre, même si elle a montré sa capacité à bien gérer Donald Trump. Je vous dis ça parce que depuis une dizaine d'années, on voit aussi les mentalités changer tranquillement face aux femmes qu'on dit issues de la diversité ou de l'immigration, les femmes autochtones à qui on fait plus de place, à qui on fait plus confiance. Ça a peut-être pris une mort dramatique, celle de Joyce Echaquan, mais maintenant, on ne peut plus faire semblant qu'elles ne sont plus là.
les femmes noires. Je pense que George Floyd, il y a eu un avant George Floyd, il y a un après George Floyd. Malgré des programmes d'équité pour intégrer ces femmes-là dans nos milieux de travail depuis, à Radio-Canada, ça doit faire au moins 25 ans qu'ils existent, ces programmes-là, ça prend la pression populaire pour les amener. Alors, ça fait à peu près ça, 7-8 ans qu'on voit plus de femmes de la diversité à l'antenne et qu'on les entend davantage. La diversité, c'est aussi les accents, les parlers différents. Donc, on a besoin de ces programmes-là. Alors, les programmes équité, diversité, inclusion sont de plus en plus présents dans nos lieux de travail, mais de plus en plus aussi menacés. Donc, on voit qu'eux aussi sont fragiles. Et eux non plus, les employeurs ne les ont pas adoptés par bonté de cœur. C'est la pression qui a fait ça. Et là, la pression commence à changer de côté. Il n'y a jamais rien d'acquis. Hein? On le voit vraiment de façon assez dramatique depuis quelques années. Dans les toutes premières décisions annoncées par Donald Trump, il a limogé, et je dis bien dans les toutes premières, le 20 janvier, le jour de son assermentation, il a limogé la première femme à diriger l'une des branches des 6 branches de l'armée américaine. Une femme, Linda Fagan, elle était chef des gardes-côtes. Elle a été congédiée sous prétexte qu'elle avait réduit l'efficacité des gardes-côtes en accordant trop d'importance aux mesures d'équité. Et on ne comprenait pas trop ce qu'il voulait dire avec ça. Mais oui, c'est que si on embauche des gens qui ne sont pas comme nous, ils sont forcément moins compétents comme on pensait. C'est ce qu'on pensait des femmes à l'époque. Alors, les femmes doivent prendre plus de place dans le monde des affaires, mais aussi dans les lieux de pouvoir politique et économique pour provoquer des changements qui ne seront pas les mêmes que si c'était des hommes qui les provoquaient, ces changements-là. On a besoin de changements dans l'écosystème mondial pour que les décisions prises profitent au plus grand nombre et cessent de privilégier ceux qui sont déjà dans le haut de l'échelle. Parce que c'est ça qui se passe depuis que ce sont presque 100% des hommes qui sont à la tête des institutions internationales qui encadrent nos économies et nos vies, forcément. Des changements sont nécessaires dans le système financier et économique mondial, dans les règles de commerce qui sont établies par les riches au détriment des pays pauvres. Quand il y aura plus de femmes dans les institutions internationales qui régissent nos économies, elles vont devenir plus équitables. Et je vais vous dire, il y a une statistique pour moi qui illustre ça. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, ce n'est pas parce que les comptables femmes sont meilleurs que les comptables hommes, ou parce qu'un chef d'État femme est meilleur qu'une présidente, mais parce que nos valeurs sont différentes et on performe différemment. On a des qualités et des défauts qui sont différents de ceux des hommes, et ça fait de nous, parfois, dans certaines positions, si on était plus nombreuses, ça fait des aboutissements, des résultats et des décisions qui sont différentes. En Afrique, il y a une étude qui a été faite par la Banque africaine de développement qui dit que les femmes réinvestissent jusqu'à 90% de leurs revenus dans l'éducation, la santé et l'alimentation de leur famille et de leur communauté, contre 40% maximum quand ce sont des hommes qui gèrent le revenu. Vous savez, moi, j'ai appris quand j'ai commencé à couvrir l'Afrique et des camps de réfugiés et des catastrophes où il y a des distributions alimentaires, que les organismes de l'ONU et les ONG qui sont proches de ces organismes, le Programme alimentaire mondial, par exemple, les Actions contre la faim, tous les organismes qui participent aux distributions alimentaires ou de médicaments, le Plum Peanut, par exemple, pour les enfants qui souffrent de malnutrition, il n'y a que les femmes chefs de famille qui peuvent aller chercher les produits alimentaires, le sac de 50 kilos de riz, la farine, le sucre, etc., parce que c'est prouvé statistiquement que quand c'est la femme chef de famille qui distribue ces biens-là, ça atteint 2 fois plus de personnes. Parce que des hommes vont être tentés à en prendre une partie pour faire du commerce avec, pour se faire de l'argent. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut investir, il faut donner aux femmes non seulement les moyens, mais la confiance qu'elles ont besoin pour croire en elles, parce que je pense qu'il y a 2 défis qu'on va devoir affronter dans les prochains mois, années, avec ce qu'on connaît du chaos qu'essaient d'installer certains hommes de pouvoir ailleurs. C'est d'affronter, je dirais peut-être même se réapproprier un vieux mot qu'on pensait dépasser, le patriarcat, qui revient en force, pas seulement aux États-Unis,
avec la montée des masculinistes. C'est pas si marginal que ça. Ça a ouvert, ça a ramené une libération de la parole misogyne, parfois très violente. Pas juste violente à appeler à des féminicides, là. Une violence dans le quotidien. Ramenons les femmes à la maison. On ne pensait pas à réentendre ça publiquement par des hommes de pouvoir. Et l'autre, je pense, et ils sont liés parce que ces hommes-là essaient de nous casser, de casser la confiance qu'on a en nous, c'est de travailler sur cette confiance-là. Moi, j'ai une grande frustration, je peux vous dire que c'est le cas de presque tous mes collègues, quand on cherche à varier les experts qu'on entend en ondes. Moi, je cherche toujours des femmes, à mettre en ondes des femmes depuis que j'ai été reporter économique il y a 20 ans, à mettre des femmes en ondes qui connaissent l'économie, qui sont capables d'être aussi bonnes analystes que les hommes qu'on entend. Ils sont très bons, les hommes qu'on a, mais il n'y a pas assez de femmes. Bien, les femmes qu'on appelle nous disent « c'est pas tout à fait mon expertise, je vous réfère à mon collègue qui sait mieux parler aux médias que moi. » Il faut avoir confiance et il faut se faire confiance collectivement. Je pense que c'est pour ça que le réseautage entre femmes que vous faites ici et que le ceci encadre dans plusieurs des pays où ils interviennent, le mentorat qui est fait entre les femmes et entre les femmes de différents pays aussi, ça, c'est de puissants moteurs de réussite. D'abord parce qu'on apprend à se connaître, puis à connaître nos forces, puis à les mettre en commun. Et puis, c'est ça. Combattre le patriarcat et se faire confiance. Alors, on a un panel qui veut aussi aborder ces questions-là. Donc, la première invitée qui va prendre la parole, à tout seigneur, tout honneur, Amina Gerba, sénatrice indépendante. Je la connais depuis une douzaine d'années. On avait fait un panel ensemble, justement organisé par le Ceci, comme quoi tout est dans tout. Elle va nous parler de perturbations économiques dans un contexte géopolitique tendu. Alors, il y a des belles questions toutes préparées ici, là. Elle souhaite nous apporter un éclairage sur les stratégies d'adaptation des entrepreneurs face aux tensions commerciales, à l'instabilité financière et aux conflits mondiaux, tout en explorant le rôle des marchés émergents, notamment en Afrique, dans la diversification économique. Alors, comment les entrepreneurs, Amina, peuvent s'adapter et contribuer au développement d'une économie plus équitable entre le Sud et le Nord, entre pays riches et émergents? Et même ici, il y a ces iniquités qui existent globalement, elles existent dans chaque ville, dans chaque communauté, dans chaque milieu de travail. Donc, comment on fait? Comment les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, peuvent contribuer à une économie plus équitable, à petite et moyenne et grande échelle? Merci, Sophie. Je pense que dans ton mot liminaire, tu as tout dit. Tu as parlé pour moi. Je pense que je n'ai plus grand-chose à ajouter. Mais pour être plus pratico-pratique, je vais commencer par remercier le REFAC de m'accueillir dans une autre vie. J'ai toujours été ici, présente en tant qu'entrepreneur et en tant que membre du REFAC, donc je me sens chez moi ici. Et dans cette maison de la BDC, on a toujours fait le GIC, le GIF. Donc, je suis contente de revenir ici. Je suis aussi contente d'être entourée par le CECI, parce que le CECI signifie beaucoup pour moi. Le CECI, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé ma vie à me battre pour faire connaître l'Afrique. Et faire connaître l'Afrique, ça veut dire montrer qu'il y a des opportunités en Afrique. Et pour montrer qu'il y a des opportunités en Afrique, ça prenait de prêcher par l'exemple. Alors, je me suis retrouvée un jour au Burkina Faso, dans le bureau du CECI. Et c'est dans ce bureau qu'on m'a présenté une dame, perd son âme aujourd'hui, appelée Marceline Ouedraogo. Elle était la présidente des femmes productrices du beurre de karité au Burkina Faso. Cette dame, indescriptible, qui était vraiment, vraiment inspirante, je pense à elle
je suis émue encore aujourd'hui. Cette dame m'a vendu le beurre de karité, un produit que je n'avais jamais connu. Et je raconte ça parce que j'ai adopté le beurre de karité. Je suis revenue au Québec alors que j'ai compris que même en Afrique centrale, d'où je viens, du Cameroun, on a le beurre de karité au nord du Cameroun et dans l'extrême nord. Mais cette dame m'a vendu cette matière première considérée comme l'or vert pour les femmes au Burkina Faso, tellement que je suis revenue avec 1 kilo de beurre de karité et je me suis retrouvée à faire du porte-à-porte auprès des fabricants du beurre de karité qui ne le connaissaient pas. Et je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer en affaires? Tout ça pour dire que les femmes, on aime prendre des risques. Donc, je ne parlerai pas de ce que j'en ai fait aujourd'hui. Mais pour revenir à la question, je ne vous parlerai pas de ce que j'ai fait du beurre de karité, mais tout ça, c'était pour dire merci au ceci de m'avoir ouvert cette voie-là pour... Mais pour te ramener à la question, tu peux partir de ton parcours parce que tu as tenu à faire du beurre de karité, des crèmes et des produits cosmétiques avec du beurre de karité équitable, fait par des femmes que tu payais convenablement. Donc, alors, je pense c'est que pas ça évident, ça m'envoie ailleurs, mais c'est bon. Parce que tu n'étais pas une ONG, tu étais une entreprise qui cherchait à faire des profits. Donc, alors, ça me ramène justement à mon petit kilo de beurre de karité que j'ai ramené. Et quand je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas, je me suis associée. J'ai dit à un de mes anciens collègues avec lequel j'ai travaillé dans une autre vie, je lui ai dit, voilà, j'ai un produit, je pense qu'on est capable d'en faire quelque chose. Mais pour en faire quelque chose, il fallait aider ces femmes-là, dont j'étais une entrepreneur qui pensait à aider les autres, parce que ces femmes qui travaillent, qui ne gagnent pas grand-chose et qui permettent aux multinationales de devenir encore plus riches, c'est pas normal. Donc, c'est d'où est venue l'idée de mettre sur pied un fonds social qui a permis de redistribuer à ces femmes-là le produit, les bénéfices de ce que nous faisions. J'ai quelqu'un ici dans la salle qui a joué un grand rôle, pour ne pas monopoliser la parole, mais quelqu'un que je vais nommer parce qu'elle s'appelle Chantal Bernatchez. Et Chantal nous a aidés en tant qu'ingénieur à améliorer la production de ces femmes-là. Et elle nous a amenés à devenir la première entreprise au monde à avoir la certification biologique pour notre beurre de karité. Wow. Donc, mais tout ça pour amener encore sur le fait que ce que nous avons fait avec ces femmes-là a permis à chacune des femmes, parce que en Afrique, une femme ne nourrit pas juste son foyer, elle nourrit tout un village. Et dans son foyer même, c'est une moyenne de 8 enfants, en moyenne. Donc, les femmes, dans le cadre de cette association de producteurs, de productrices du beurre de karité, elles étaient 20, mais pour le beurre de karité biologique, la chaîne a permis d'aider 2000 femmes minimum au Burkina Faso. Donc, c'était 2000 femmes qui étaient aidées à travers les retombées de la production que nous faisions ici. Mon emploi aujourd'hui ne me permet pas de nommer les produits. Je ne veux pas faire de la promotion. C'est Cariderm. Et ça a aidé des dizaines de milliers de femmes québécoises à avoir des plus belles peaux. Merci. Alors, je pense beaucoup que les femmes ont une opportunité aujourd'hui de saisir les menaces pour sortir de leur zone de confort. Sortir de leur zone de confort, ça veut dire, diversifier leur marché. Moi, depuis plus de 30 ans, je prône la diversification des marchés. Diversification des marchés vers les marchés émergents. Ça veut dire quoi? On vient de signer au niveau du Canada un accord Indo-Pacifique. Il faut en profiter. Mais l'Afrique n'est pas connue ici. Depuis 30 ans,
j'en fais la promotion parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est 1,5 milliard d'habitants, dont 1,5 milliard de consommateurs potentiels. En 2050, on prévoit qu'un être humain sur 4 sera africain. Et c'est 350 millions de francophones, une population jeune, une urbanisation accélérée. L'Afrique fait partie, plusieurs pays d'Afrique font partie des économies les plus en croissance dans le monde. Et tout ça, ici au Québec, personne n'en parle. Donc, je me dis... Alors, voici ton occasion. Je vais te poser une question qui n'était pas prévue. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces femmes d'affaires ici dynamiques pour les intéresser à avoir des projets en Afrique? Pour intéresser, on est des femmes. Ça m'amène à mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est les partenariats. Et les partenariats, moi, je les ai faits. J'ai une autre de mes entreprises parce qu'on m'appelle entrepreneur en série, mais en réalité, il y a un fil conducteur dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais a un lien. Ouvrir les yeux à nos entreprises, nos entrepreneurs femmes, sur ce qui se passe sur le continent africain, parce qu'on est en train de manquer le bateau. D'autres pays le font. Le Japon est rendu à sa 8e édition du TICAD. Le TICAD, c'est la conférence de Tokyo sur le développement durable. La dernière édition était en Tunisie. Les Japonais, le président en tête, Premier ministre japonais, a amené 1500 entreprises japonaises en Tunisie. 1500. Moi, je prône que nos décideurs fassent la même chose. Que nos décideurs, je ne sais pas combien il y a dans la salle, comprennent qu'il faut dérisquer l'Afrique pour que nos entreprises, merci, pour que nos entreprises qui sont dirigées par les femmes n'aient plus peur d'y aller. Parce qu'on n'a que les minières qui vont en Afrique. Pourtant, les femmes, on est capable de créer des réseaux. Pendant longtemps, j'ai milité dans le WeConnect International. J'ai été une entreprise certifiée Women's Zone. Il faut qu'on aille au-dessus, qu'on aille plus loin avec nos dirigeants. Et je vais m'arrêter là en disant qu'il faut créer des ponts, oser voir plus loin. Et plus loin, ce n'est pas si loin. On va délocaliser en Chine. L'Afrique, c'est à 6 heures. Et ça parle français, comme je vous ai dit. La francophonie est d'abord et avant tout africaine. Ça parle anglais, toutes les 2 langues qui sont nos langues officielles. Et les femmes sont parmi les plus dynamiques au niveau entrepreneurial. Il faut qu'on fasse 40% des entreprises au Cameroun, le pays d'origine d'Amina, 40% des entreprises sont dirigées par des femmes au Cameroun. Absolument. C'est un des pourcentages les plus élevés, mais la moyenne en Afrique, c'est 27%. 27%. Il y en a qui sont un peu moins, mais c'est vraiment formidable. Mais chez nous, on disait le besoin, la nécessité est la mère de l'invention. Oui. Alors, en Afrique, c'est 62% des biens économiques qui sont produits par les Africaines. Dans le cas de l'agroalimentaire, c'est 70% de tout ce qui est produit en termes de biens et produits alimentaires. 70%, c'est des femmes, mais moins de 10% sont salariés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Elles se créent des entreprises. On les appelle des serial entrepreneurs. Serial entrepreneurs. C'est ça, exactement. Donc, moi, je viens d'un pays, le Cameroun, où je pense que l'entrepreneuriat est inné. On parlait tantôt, avant le début de la conférence, des tontines. Moi, je suis née dans les tontines. Je n'ai vu que ça. Voilà. C'est pour toi. On l'écouterait encore longtemps. Alors, notre deuxième intervenante, Marie-Claire Dumas, présidente du conseil d'administration du CECI pour le Centre d'études et de coopération internationale. Et elle va justement peut-être nous dire comment le CECI travaille pour multiplier des exemples comme ceux d'Amina, c'est-à-dire comment on peut outiller les femmes, les aider dans ce qu'elles ont déjà pour fleurir. Il y a des programmes, le CECI est présent dans plusieurs pays et beaucoup
la majorité de vos programmes, je pense, sont genrés, c'est-à-dire sont créés pour aider, encadrer les femmes, mais surtout les aider à se mettre en commun. Hein, Oui, tout ça. le leadership. Il faut leur dire aussi, est-ce que ça va? Oui. Il faut leur dire aussi d'où viennent les tontines, quand même. Oui, Tantôt, oui, d'accord. Il faut nous promettre de le dire, Oui, là, OK, quand oui. même. Non, mais on va le dire parce qu'on va en le dire parler. tout de suite. Parce Alors, qu'on- les tontines, le premier reportage que j'ai fait quand je suis arrivée au Sénégal, c'était le mois d'août. Et les pays de l'Afrique francophone sont calqués dans leur organisation économique sur la France. Donc, tout est fermé. Alors là, mais qu'est-ce que je vais faire comme reportage? Je vois des femmes, de temps en temps, 2, 3 fois, j'ai vu des groupes de femmes dans leur beau boubou, puis ils étaient toutes penchées, il y avait l'air de s'échanger de l'argent. Puis j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font, ces femmes? Une tontine. C'est quoi une tontine? Et là, on m'explique, c'est quoi une tontine? Et là, je dis, ça va être mon premier reportage. Parce que les tontines, c'est des petites caisses d'épargne informelles. Les femmes, parce qu'elles n'ont pas accès au financement, elles se regroupent très souvent entre métiers communs. Donc, les teinturières, les tailleurs, les traiteuses. Et elles sont 20, 25, 30. Elles économisent de l'argent pendant un mois et à la fin du mois, c'est une d'entre elles qui a le droit d'avoir l'argent pour se faire un prêt, ou ils font des achats collectifs, ce qui leur permet d'acheter à moindre coût le tissu, la couleur, les teintures, les produits pour faire des beignets sur le coin des rues, ces choses-là. Et moi, j'ai fait ça en 2007. Quand je suis retournée au Sénégal dernièrement, j'ai dit, tiens, je vais voir, les choses changent. Je me disais, peut-être que les tontines, ça a disparu. Ils ont maintenant un meilleur accès au microcrédit. Et non, les tontines ont explosé. Et c'est maintenant, il y a même des hommes d'affaires qui se créent des tontines entre eux. Ils nous ont copiés. Et l'italien. Ah oui, la tontine, alors. L'origine du mot tontine, j'ai découvert ça ce matin en cherchant l'origine du mot tontine. Je me suis dit, si jamais quelqu'un me le demande, serait dérivé du nom de famille d'un banquier napolitain, Lorenzo de Tonti, qui aurait inventé au 17e siècle un nouveau système de financement. Et toutes les femmes ici qui connaissent les tontines, on ne savait pas c'était quoi l'origine du mot. Maintenant, on le sait. Merci, Sophie. Merci. Alors, avant d'aborder la question de comment on fait du développement économique appuyé sur les femmes et en soutenant les femmes, juste faire un petit détour par la coopération internationale. Il y a eu un modèle jadis où c'était la charité, on allait aider. Hein? Même que certains d'entre nous se rappellent peut-être qu'on achetait des Chinois aussi quand on était petits. Hein? Ah, mon Dieu. Moi, à l'école, on achetait des petits Chinois, puis on mettait ça sur notre tableau, puis on devrait avoir un retour sur investissement, d'après moi, parce que j'ai pas gardé de certificat de ça. Excusez-moi. Mais de toute façon, par rapport à la coopération internationale, le CECI, les autres ONG, le vent a tourné. On n'est pas là pour aller aider. On est là pour coopérer. On est là en solidarité. Et on est là aussi pour apprendre et pour vraiment améliorer nos propres pratiques dans l'échange. Amina, tu l'as bien dit dans ton exemple, c'est que le partenariat renforce toutes les capacités et on mise là-dessus au CECI, puis on mise là-dessus en général pour vraiment développer tout l'entrepreneuriat féminin. On a 4 piliers stratégiques au CECI. Les 4 piliers touchent les femmes. L'éducation, le développement économique, la défense des droits et la transition écologique en s'appuyant sur les femmes. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui sont vraiment au front, qui ont de la stabilité, qui ont de la durée et qui nourrissent un village. Excusez-moi. Donc, on sait que c'est le fondement du développement est là. J'aimerais prendre juste un petit moment pour parler du programme Femmes entrepreneurs solidaires. Tout mon âge adulte a été conduit par Sisterhood is Powerful. C'est bien d'être individuellement prospère, mais quand on se met ensemble, on va pas mal plus loin, puis on va pas mal plus loin pour pas mal plus de femmes. Donc, le Sisterhood is Powerful est à l'origine un peu de ce programme Femmes entrepreneurs solidaires, où on veut jumeler, et on jumelle, on va en entendre parler un peu, des femmes d'ici, entrepreneurs avec des femmes des pays du Sud qui sont entrepreneurs aussi. Dans des jumelages et du mentorat réciproque. Donc, les femmes qu'on jumelle, c'est des petites courtes périodes de 2 à 3 semaines, mais en virtuel pendant au moins 6 mois.
et elles s'aident mutuellement à développer leurs entreprises et leurs compétences, leurs habiletés. Donc, c'est un programme qu'on a déployé déjà au Sénégal, en Bolivie. On a une cohorte en préparation pour le Rwanda. C'est vraiment intéressant et je suis contente de ton intervention parce que le ceci, c'est vous. C'est ça le ceci, c'est les gens qui, à travers les programmes qui sont financés chez nous, peuvent contribuer à du développement économique solidaire. Donc, voilà, grosso modo, pour mettre la table au développement économique. Et comment est-ce qu'une entreprise québécoise peut aider, pas aider, on n'aime pas le mot, mais peut accompagner ou devenir partenaire? Parce que moi, je dis souvent, il faut arrêter de regarder l'Afrique ou les pays émergents du Sud global comme comment peut-on les aider, mais comment peut-on devenir partenaire? Il faut les traiter en égaux. Il ne faut pas les traiter comme des gens à qui on fait la charité, mais des gens qui peuvent nous amener quelque chose parce qu'ils ont leur expertise, ils voient les choses différemment. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener? Mais comment on amène... Tu sais, Amina le dit, ça fait 30 ans qu'elle veut nous amener en Afrique et ça marche plus ou moins. Puis c'est pas parce que c'est pas une bonne vendeuse. Elle est excellente vendeuse. Donc, le produit est difficile à vendre. Comment on peut convaincre les femmes ici de dire, OK, moi, ma prochaine, quand je vais être rendue, je vais être stabilisée, ma prochaine folie, mon prochain projet, là, ça va être quelque chose en Afrique ou dans un pays du Sud. Ça n'a pas besoin d'être l'Afrique. Ouais. Ça peut être un pays d'Amérique du Sud aussi. Je pense que Stéphanie a bien mentionné tantôt comment l'entrepreneur québécoise avait vraiment récolté des nouveaux marchés, des nouveaux accès à des produits, une meilleure compréhension des marchés d'exportation. Comment on peut se convaincre d'y aller, c'est de découvrir tout un monde. T'en parlais, Amina, comment s'ouvrir à un monde au complet. Ça n'a pas beaucoup marché. Oui, ça marche quand même. On a des volontaires qui partent régulièrement. On a des entrepreneurs qui viennent pour ces échanges-là. Donc, c'est vraiment la capacité aussi de voir d'autres modèles à l'œuvre et d'apprendre d'autres choses que les zones de confort dans lesquelles on est nécessairement dans notre réalité propre. Donc, c'est vraiment aller chercher toute cette connaissance différente. Une chose, on a parlé des tontines, mais tous les modèles coopératifs, les modèles de collaboration en Afrique sont vraiment des choses dont on peut vraiment tirer profit et apprendre comme modèle à importer ici entre nous. Et donc, comment on peut aider les femmes, accompagner les femmes à s'inspirer, oui, s'inspirer, mais non, les accompagner dans leur quête pour prendre plus de place dans les places de pouvoir? Mon Dieu, il y a Parce beaucoup que vous êtes beaucoup dans donner aux femmes plus de pouvoir, l'accroissement du pouvoir des femmes. Exactement. Bien, par le développement économique, ça, c'est sûr, c'est évident, en entrepreneuriat. On fait du soutien beaucoup à des associations qui ressemblent un peu au REFAC, donc des associations de femmes d'affaires du Sud aussi. Et donc, il y a des échanges qu'on fait là-dessus pour vraiment développer les capacités, les compétences. Mais ça peut aller jusqu'à l'accès au foncier, hein, d'avoir plus de pouvoir. Certains pays, les femmes n'ont pas accès au foncier. Et ça, dans les volets d'acquisition des droits, de développement des droits, c'est quelque chose de très important. Alors, on va passer à notre troisième invité parce que je vois que le temps avance. On me fait des petits signes. Mélanie Bilodeau est vice-présidente aux services bancaires commerciaux de la TD et elle va nous parler justement de ce financement qui est parfois difficile, encore, même ici, je pense, un peu plus difficilement accessible aux femmes, mais si je me trompe, corrigez-moi. Vous vous trompez, Sophie. Oui. Donc, bonsoir. En fait, j'ose espérer, et je pense que le secret, puis ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est que quand on pense à une banque, ça devrait être une extension de la pratique que la femme opère. On est loin des tantines, je pense, ici, en fait, au Québec et au Canada. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut apporter en termes de banque comme conseillère, plus qu'un simple prêt ou encore une marge de crédit. C'est souvent l'instinct que les femmes ont.
de penser à un prêt financier. Mais il y a tellement de conseils qu'on peut donner en termes de banquière. Je pense, j'avais un lunch cet après-midi avec une de mes clientes entrepreneurs et on a parlé de tout sauf de la finance. Elle me demandait des conseils par rapport à si je connaissais des gens dans son réseau, par rapport à des enjeux qu'elle avait de façon opérationnelle. Si j'avais des conseils et des trucs pour elle, je l'ai mis en contact avec InnoCentre. On parlait des tarifs. On parlait de tout, honnêtement, sauf la finance. Fait que s'il y a un conseil et je pense Est-ce que vous les encouragez à prendre plus de risques? Oui, je pense que oui, absolument. Je pense qu'il faut. Je pense que les femmes se mettent des barrières elles-mêmes, en fait. Quand je compare, souvent, ce qu'on va voir, c'est que les femmes arrivent beaucoup trop tard dans le processus, de façon générale, pas toutes les femmes, mais plusieurs vont arriver tard dans le processus. Ils vont attendre d'être prêtes à 150 pas 100 pour venir chercher du financement. Alors qu'un homme va arriver, il est prêt à 25 puis là, il veut un prêt. Et donc, je dirais, oui, je vous encourage à prendre des risques. Croyez en vous. Souvent, nous, on va croire plus aux gens que nous, on va croire en nous-mêmes. Ça serait un message. Il y a plusieurs façons, en fait, qu'on peut aider au niveau des banques, mis à part justement le financement. Quand on parle du réseautage, de mettre les gens, là, faire du maillage, de parler pour mettre les gens en contact. Est-ce que vous connaissez un fournisseur? Appelez avant de mettre, que ce soit pour d'avoir un contrat pour un nouveau projet, que ce soit pour partir une entreprise en démarrage, que ce soit une croissance ou encore volet international, d'appeler les gens et de soutirer des conseils de eux pour dire qu'est-ce que vous voyez dans le marché. Vous en financez, vous, d'autres compagnies détenues par des hommes, détenues par des femmes? Est-ce que quels enjeux ont-ils? Qu'est-ce que vous voyez? Quels défis sont communs? Qu'est-ce que vous voulez que je mette? Comment la banque va regarder mon plan? Comment la banque va vouloir... Qu'est-ce qu'elle va vouloir voir? Qu'est-ce qui est important? Souvent, ce qui est important pour nous, c'est important pour eux. Mais de leverager ça, cette question-là qu'on peut avoir avant. Et l'utiliser aussi en négociation. Souvent, ce que je vais dire, c'est venez pas à la quête d'un outil financier. Utilisez pour pouvoir justement de négocier. Non, j'ai entendu, ça vaut pas ça, c'est pas tel multiple. Non, j'ai entendu comme contrat, c'est pas comme ça qu'on négocie, j'ai telle façon ou telle façon. J'ai entendu ça, c'est pas mal créatif, mais je sais que ça se peut se faire. Alors, c'est d'utiliser, je pense, à bon escient les conseils qu'on peut obtenir comme ça. Amina, tu avais une question? Ah, j'ai oublié de dire que nos panélistes peuvent interagir entre elles, se poser des questions. Et vous aussi, si vous en avez. Mais je vous le dis tout de suite, elles sont disponibles après, si vous voulez venir leur jaser ça un peu. En fait, c'est pas pour la contredire, mais c'est pour dire que les moments comme ceux-ci sont très importants. Ça permet de connecter avec elles directement, parce que sinon, en tant que femme, quand on se retrouve devant le banquier, souvent c'est assez intimidant. Et parfois, mais moi je peux vous donner des exemples. Un exemple concret. Avant que je ne sois nommée au Sénat, il y a peut-être 5 ou 6 ans, je voulais acquérir une entreprise très, très, très prospère et avec beaucoup de bénéfices. Et je me suis présentée devant une institution financière que je ne nommerai pas. Et on m'a posé la question si j'ai déjà géré une entreprise avec un tel chiffre d'affaires. Donc, c'est bon d'avoir des bons contacts. Peut-être que c'est les contacts qui vont vous permettre de franchir cette barrière. Moi, je me suis sentie insultée. Insultée. Je me suis demandé, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que je suis noire? Est-ce que c'est parce que il n'a même pas cherché à regarder mes états financiers à moi? Il s'est limité aux états financiers de l'entreprise qui était... Et tu étais pourtant déjà une femme d'affaires bien accomplie. Au début, quand tu es revenue avec ton kilo de beurre et qu'il a fallu que tu en achètes un bateau complet. C'est ça. Est-ce que tu as eu de la difficulté à avoir du financement? Écoutez, j'ai eu beaucoup de difficultés. Moi, je
Je pense que je prendrai toute la soirée pour vous parler des difficultés que j'ai eues à me faire ma place dans le milieu des affaires ici. Mais Est-ce je qu'il y a crois des secteurs pour lesquels les banques, en général, sont plus frileuses? Des secteurs de l'économie qui sont des secteurs que les femmes ont tendance à privilégier quand elles partent des entreprises? Il y a quelques secteurs, mais il y en a vraiment très peu. Je dirais que l'ensemble, c'est de comprendre le modèle d'affaires. Ce qui est important au-delà des chiffres, c'est les personnes derrière les chiffres. C'est de comment on va y arriver. C'est des hypothèses que vous prenez, des contrats, les gens avec qui vous allez avoir affaire, plus qu'au-delà des chiffres. En fait, je suis toujours troublée d'entendre des choses comme ça. Puis tu as raison qu'il ne faut pas prendre pour acquis que les gens pensent qu'il y a un accès. Fait que s'il y a un message que je veux passer aujourd'hui, c'est qu'il y a accès surtout au Québec. Il y a beaucoup d'accès au niveau des liquidités. Je regarde à la Banque TD, je suis très fière au niveau de nos statistiques. J'écoutais Véronique tantôt, elle disait moins que 20% des entreprises sont détenues par des femmes. À la Banque TD, au niveau commercial, petite et moyenne entreprise, 24,98% sont détenues par les femmes. En fait, une entreprise sur 4 est détenue par les femmes. Alors, encore là, un conseil que j'aurais donné, si je connaissais la Amina plus jeune, j'aurais dit... Prends l'opportunité de pouvoir parler dans ton réseau, de pouvoir parler à des banquiers avant et de demander des pistes de solutions. Il y en a des pistes de solutions. Si la réponse n'est pas oui tout de suite, il y a des programmes, il y a des subventions, il y a des associations, il y a des aides qui peuvent venir là, à vous. Donc, Mais vous... J'étais déjà une entrepreneure accomplie et mon entreprise faisait vraiment des profits. Donc, je suis dans les affaires depuis 30 ans. Donc, je vous parle de quelque chose qui a eu lieu il y a moins de 10 ans. Donc, on ne pouvait pas dire qu'on ne connaissait pas la personne. Eh bien, je vous rencontrerai n'importe quand, Amina, et je vous jure que je vais vous trouver une solution, OK? Est-ce que vous... À la banque, ça a été difficile pour vous de grimper dans la hiérarchie? Est-ce que au sein des VP, il y a encore... Honnêtement, non, Sophie. Non, okay. Je vois, puis peut-être que je suis une d'entre elles, mais être femme, c'est une super power pour moi. Je suis vraiment contente et je suis vraiment fière. J'ai commencé dans les institutions financières, la même, en fait. Ça fait 23 ans que j'étais à la TD, j'ai jamais changé. Et puis, j'ai commencé, j'étais tout le temps seule de femme et j'en étais tellement fière. Puis, je me disais, oui, je vais continuer. Puis encore aujourd'hui, je vous le dis, je vais continuer à évoluer. Êtes-vous encore seule de femme à votre niveau? Non, absolument pas. En fait, j'ai une de mes collègues et je suis super fière aujourd'hui, Caroline, qui est aussi vice-présidente pour la Banque TD pour un autre volet. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui siègent comme nous. Je pense qu'en fait, la Banque TD croit beaucoup au niveau des femmes. Parce qu'on a vraiment encore de la difficulté, comme journaliste, à avoir des femmes provenant des banques qui deviennent analystes. Vraiment. Et vous voyez, la banque, en fait, vous seriez très, très bonne, là. Très bonne! Ben, je vous remercie, Sophie. Mais je suis très heureuse dans ce que je fais. Mais à la Banque TD, en fait, notre économiste est une femme. Oui. Et notre première vice-présidente est une femme aussi. Donc, et j'en suis très fière. On a formé, en fait, et on forme même à l'interne, nous, des bancaires qui ont une accréditation pour les femmes entrepreneurs. On donne un cours additionnel à ces femmes-là qui ont été accréditées par rapport à comment négocier, parler aux femmes, s'assurer qu'ils n'ont pas de biais, bien les accompagner. Et on a 300 personnes à travers le pays, en fait, qui accompagnent nos entrepreneurs. Si je peux me permettre une question liée à l'actualité, en ce moment, il y a beaucoup de gens d'affaires, y compris des femmes d'affaires, qui craignent l'impact du 25 % parce qu'ils sont dans l'exportation. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez inclus dans votre approche depuis un mois? Cette donnée-là, dans l'évaluation des risques qui est faite pour est-ce qu'on va continuer de l'appuyer dans ses exportations ou pas? Ce genre de... Absolument. Ben, en fait, je pense que c'est il faut se mettre la tête dans le sable si on pense que c'est pas un sujet d'actualité. Tout le monde, indirectement ou directement, va avoir un impact. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on prend en considération. On va être...
tout comme on devrait, on va adopter la patience. Je pense qu'il faut s'aider pour notre économie québécoise et canadienne d'être patient. Comme c'est arrivé à la COVID, on va passer au travers. Est-ce qu'on en parle? La réponse est absolument oui. C'est une des questions que je demande à tout le monde. Je parlais avec Stéphanie tantôt, puis je me demandais même à elle, elle était au niveau des roses, puis je lui disais, est-ce que ça va être quoi ton impact? Je veux comprendre pour pouvoir outiller les autres femmes, mais qu'on s'entraide aussi. Alors oui, c'est quelque chose qu'on a commencé définitivement à penser, là. Merci beaucoup. Alors, on a gardé le dessert pour la fin. Une entrepreneure sénégalaise, Dr. Valérie Kenon Ndiaye. Donc, elle transforme des fruits en jus et autres produits bons, très bons. J'ai regardé le site web et avoir su, j'en aurais ramené quand je suis allée au Sénégal en mars. Vous avez eu des belles élections. Hein? Il y a une transition de pouvoir démocratique. Super. Alors, moi, j'ai très hâte de vous entendre. Vous êtes la seule à qui je n'ai pas eu la chance de parler tout à l'heure avant. Donc, je vais l'entendre pour la première fois comme vous. Donc, qu'est-ce qui vous a amené? Vous êtes médecin, vous avez fait de la nutrition. Qu'est-ce qui vous a amené à passer cette barrière d'être une intervenante santé à femme d'affaires? C'est quand même ici, un profil qui n'est pas si fréquent. Merci bien, Sophie. Bonsoir à tous, à toutes. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Et j'ai survécu au froid. J'appréhendais la distance, j'appréhendais le froid, mais ça va. Donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? Par mon métier de médecin, ensuite nutritionniste, j'ai exercé dans les hôpitaux, à Dakar, au Sénégal. Ensuite, au ministère de la Santé, dans le programme de nutrition. Et puis, au fil des années, j'ai vraiment tâté l'importance des carences en micronutriments, surtout. Presque 3 femmes sénégalaises est carencée en fer, en diverses vitamines. Les enfants, c'est encore pire, 80%. Et d'un autre côté, je voyais que on n'utilise pas assez les ressources locales alimentaires. Hein? Et on importe des capsules pour supplémenter les gens, alors que si on les informait comment bien s'alimenter, avec les ressources locales, on pouvait éviter une grande partie de ces carences-là. Ça, c'était le premier problème qui me posait un cas de conscience. Ensuite, quand on va dans un supermarché ou à faire nos courses, c'est des maîtres et des maîtres de rayons que des produits importés. Hein? Le Sénégalais consomme beaucoup de boissons, tout était importé. Et je me suis dit, mais pourquoi tous les fruits qui pourrissent sur place, pourquoi on ne peut pas en faire des boissons localement? Et en même temps, on réglerait des problèmes de nutrition. Voilà ce qui a travaillé en moi pendant des années. Et puis en 2008, j'ai décidé de plonger. Voilà, et je ne suis pas seule, j'étais avec mon frère. Je suis avec mon frère qui était agronome, qui travaillait en France et qui voulait aussi rentrer au pays. Voilà, en discutant au fil des années, on a décidé tous les deux de plonger à 100%. On nous a traités de tous les noms, voilà, gâchis de diplôme, hein, c'est de la folie, c'est risqué, vous laissez vos métiers où vous êtes quand même à l'aise pour faire dans l'inconnu, etc., etc. Mais voilà, j'ai plongé. Et est-ce que le plongeon a fait mal au début? Ça a fait mal, parce que moi, très mal, parce que moi, je voyais un chef d'entreprise, tout de suite, tu as ta voiture, tu as ton grand bureau, voilà, tu es à l'aise. Alors que c'était pas du tout ça. Donc, toutes les premières années, c'était... Tu es du jour au lendemain sans aucun revenu. Hein? Donc, moi, j'étais sous le couvert de mon mari. Je ne me plaignais pas trop. Mais mon frère, par contre, c'était plus dur en tant que chef de famille. Tu n'as pas de revenus. Hein? On n'a pas eu les revenus qu'on attendait tout de suite. Et puis, trouver de la place en tant que produit localement, c'était extrêmement difficile. Il y avait beaucoup d'a priori sur les produits fabriqués au Sénégal. Tout le monde disait non, 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 il n'y a pas la qualité, on n'ose pas toucher, c'est pas sûr, on veut les produits importés. Donc, on a dû affronter cela. Les Sénégalais doutaient du Sénégal.
Oui. Ça, c'est la mentalité. C'était à j'ai l'époque. compris. Maintenant, ça a beaucoup changé. Oui. Je me rappelle les premières démarches qu'on faisait auprès des grands distributeurs et tout ça, des hôtels, c'était non, catégorique. Les supermarchés également. Et pourtant, il y en a eu qui ont osé essayer. Moi, je disais toujours, mais essayez, mais goûtez. Donc, ça demande aussi un peu d'audace. Ça, je reconnais que c'était audacieux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans ce secteur-là. On en trouve dans tous les supermarchés. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Et bon, c'est une porte qui a été ouverte et ça donne. Et il y a aussi toute une politique de consommer local maintenant. Et voilà. Donc, Est-ce que la voiture, le beau bureau ont suivi? Non. Jusqu'à C'était une blague. présent, non. Je voulais Mais vous ça demander... s'améliore. Ça s'améliore et je reconnais qu'en 2024, quand même, j'ai connu une phase de croissance avec des investisseurs qui sont rentrés dans l'entreprise. Et vraiment, ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un ouf, c'est un bol d'oxygène. Des investisseurs sénégalais? Sénégalais. C'est 2 fonds spécialement dédiés aux femmes. Ça aussi, c'est récent. Ces fonds sont assez récents. Et j'ai pu cheminer, faire les demandes. Donc, moi, j'ai fait les demandes dès que j'ai appris que ces fonds existaient. Je n'ai pas eu de réponse. Je suis revenue, ainsi de suite. Depuis 2019, voilà, j'ai fait des demandes, j'ai fait toutes sortes de dossiers, des rencontres et tout ça. Et c'est en 2024 que j'ai signé avec les 2 fonds. Et je peux dire maintenant, ouf. Et maintenant, je vois l'avenir beaucoup plus sereinement. Je suis soutenue par des investisseurs. Je ne suis plus toute seule. Et on a un plan de développement. Et surtout, on était dans une phase depuis Covid où, paradoxalement, on avait des commandes qu'on ne pouvait pas satisfaire. Ah, wow. Donc oui, et même à l'export. Donc c'est pour dire que le travail, c'est pas comme ça du jour au lendemain que tu réussis. Mais vous avez parlé tout à l'heure de résilience. Il faut être résilient. Quand on y croit, moi je me dis que j'avais cette vision-là pour qu'en Afrique, on consomme ce qu'on produit en Afrique et au Sénégal. Et vous exportez où? En France, en Espagne. Ah oui. Et Voilà. pas ailleurs dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest ailleurs, Pas non? encore. J'ai essayé, mais c'est difficile de commercer entre Africains, surtout pour le transport, les barrières au niveau des frontières, etc. C'est un vrai casse-tête. Je vous précipite un peu parce que le temps va manquer. Quelques mots sur le mentorat, le programme de mentorat avec une collègue québécoise, je pense. Oui, Charlotte Fontaine, qui est au niveau de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, c'est ma jumelle. Elle n'est pas là ce soir, mais je la verrai demain. Et donc, on a fait 6 mois, du mois de mai jusqu'en novembre, de mentorat. Donc, c'est des séances en ligne. Chaque semaine, on a un rendez-vous. Mais on a été préparé d'abord à cela par le CECI. Il y a une équipe qui s'occupe de cela, du mentorat, qui nous explique comment ça se passe, quelles sont les règles à respecter, de faire aussi, on devait rédiger un plan de mentorat, etc. Donc, c'était bien encadré et l'équipe du CECI aussi faisait de temps en temps le suivi. Donc, à 2, on a échangé et l'une appuyait l'autre et vice-versa. Donc, moi, vraiment, j'ai beaucoup bénéficié parce que ça tombait juste au moment où mon entreprise quittait la SARL pour devenir une SA, une société anonyme. Donc, pour moi, je voyais ça dans les films, avec un conseil d'administration, directeur général, la directrice générale vient présenter et tout ça. Pour moi, c'était dans des rêves. Et maintenant, ça tombait sur moi. Donc, j'avais beaucoup de questions. Comment recruter des nouveaux postes que je n'avais jamais eus, contrôleur de gestion, comptable en interne, tout ça, je ne l'ai jamais eu. Directeur d'usine, directeur de production, etc. Avant, c'est moi qui faisais tout ça avec mon frère. Donc, petit à petit, on a capacité certaines personnes à faire ça. Mais maintenant, il fallait bien le formaliser avec des gens qui ont un CV, qui sont qualifiés et tout. Donc, pour moi, c'était beaucoup d'appréhension. Comment aussi les intégrer dans la nouvelle équipe et tout. Et Charlotte m'a beaucoup, beaucoup aidée à me donner des outils.
sur Internet que je ne connaissais pas. Elle m'a également donné par exemple, leur façon, eux, d'intégrer des nouvelles recrues dans l'entreprise, hein, qui m'a beaucoup vraiment aidée. Vous avez combien d'employés maintenant? 20. Wow! Oui. Et bon, il y a aussi, ça c'est les permanents, il y a aussi des journaliers en temps de saison des fruits. Journée-saison, voilà. Et ce qui m'a beaucoup aussi aidé avec Charlotte, c'est mon leadership à moi par rapport aux investisseurs. C'est-à-dire de ne pas accepter tout ce que l'investisseur me dit. Il vient avec son argent, d'accord, mais moi aussi, je viens avec mon savoir-faire, avec mon expérience, hein, et voilà, j'ai des certifications aussi. Maintenant, je suis certifiée ISO 9001 depuis 3 mois. Je vais vers... voilà. Je vais vers la certification ISO 22000. Je veux toujours augmenter pour être aux normes comme dans le monde entier. Et voilà, elle m'a appris, comme vous avez dit tout à l'heure, à être plus confiante en moi et à me vendre, à vendre cela. J'ai vu tout à l'heure un kakémono dans le hall. J'irai voir tout à l'heure la dame. Je ne sais plus comment c'est noté, mais vraiment de faire ressortir ce qui en vous-même, hein, ce qui va vous mettre en valeur. Donc, et les investisseurs, justement, ils sont un peu comme ça. Ils viennent avec leur argent, comme les banquiers, hein, avec leurs conditions, et vous devez tout signer oui, oui, oui. Non. Donc, elle m'a énormément aidée de ce côté-là. Et on a eu des relations vraiment des deux côtés. Elle aussi, je lui ai apporté, d'après ce qu'elle a dit. Et je lui ai apporté déjà mes tenues colorées. Chaque semaine, elle me félicitait avec mes couleurs et tout ça. Donc, c'était pour nous un moment dans la semaine, notre moment. Et entre femmes, il y a comme une complicité aussi qui s'est développée. Moi, vraiment, ça m'a beaucoup soulagée parce que, en tant qu'entrepreneur, je ne trouve pas tellement d'endroits où je peux m'exprimer, dire mon ressenti. Alors, il faut créer un réseau des femmes d'affaires du Sénégal, une filiale nous en avons, indépendante. Oui, l'Union des femmes chefs d'entreprise. Oui, et je vais faire le link pour voir tout ce qu'on peut faire ensemble également pour développer cela. Et j'avais une petite question, pas une question, mais une petite réponse à la banque. Allez-y, docteur Valérie. En plus de 15 ans, je n'ai pas pu décrocher de prêt pour me développer au niveau de la banque. Et pourtant, j'ai déposé des dossiers dans X banques, business plan. Après, je reviens, on me dit, mettez à jour. Je remets à jour le business plan. Je reviens, je présente les bons de commande. Hein? Je présente toutes sortes de... Mais je n'ai pas les garanties qu'il faut. Hein? Il faut des garanties, en tout cas au Sénégal. Tout ce que vous avez dit, le conseil là, même le conseil, madame, chez nous, c'est difficile. Mais je ne dis pas que ça va être facile. Je dis par contre qu'il y a accès, de ne pas avoir peur, de négocier. Et est-ce que vous avez demandé qu'est-ce que je pourrais faire, des pistes de solutions, des alternatives? Comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Dites-moi où est-ce qu'il y a un manque à gagner, puis est-ce qu'il y a des options? Parce qu'il y en a quand même des options. Nous, moi, j'ai tout essayé. Mais je ne connais pas au Sénégal. Je ne connais pas au Sénégal, docteur Valérie, mais je connais la finance ici. Je viendrai alors au Québec pour demander. OK. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Et puis, chez nous aussi, les femmes sont toujours cantonnées au microcrédit, micro-entreprise, microfinance. Il y en a marre. Nous, on veut être des industries. On veut être comme les hommes, hein, des chefs d'entreprise, comme dans nos rêves. Donc, et pour ça, on a besoin... C'est dans la... C'est la réalité, oui. On a besoin d'être accompagnés et les banques, quand même, devraient se rapprocher des PME. Moi, j'ai commencé dans la cuisine, hein, et petit à petit, comme ça, 10 litres, hein, ensuite marmite de 100 litres, ensuite marmite de 250 litres. Elle a commencé avec une tontine. Oui, oui. Mais la grosse différence entre le Québec au niveau de l'évaluation des projets, des risques et tout ça, c'est qu'ici, si le plan d'affaires est solide et que la personne, on évalue que ses compétences sont là, on ne va pas demander qu'elle soit propriétaire de vastes vergers de banques pour son produit.
Alors qu'en Afrique, il faut être propriétaire, il faut avoir tant de revenus et tout. Et les femmes, même si elles produisent 70% de la production agricole, elles n'ont pas accès aux terres, elles ne sont pas propriétaires. Très peu encore aujourd'hui. C'est sûr que la réalité est vraiment différente. Puis je dis pas, et puis je ne m'improvise pas là, financière dans votre pays. Toutefois, ici, ce que je dis, c'est que ça ne sera pas nécessairement facile, mais utilisez-le à bon escient. Il y en a des subventions, il y en a des programmes. La Caisse de dépôt au niveau des fonds, au niveau du Québec, il y en a, je pense à la BDC qui aide beaucoup, EDC. Ben, il y a d'ailleurs offre des le fonds FTQ a déjà investi dans des projets en Afrique. Donc, il y a même des fonds ici, des institutions qui prêtent, qui peuvent prêter. Il faut qu'il y ait normalement un Québécois qui est aussi dans le projet, mais quand même, ça commence à se développer, les partenariats, plutôt que l'aide, les dons, les subventions. Et là, il faut mettre fin à cette passionnante discussion. Et est-ce qu'on a le temps pour une phrase de chacune pour conclure ou c'est fini? Fini. Alors, vous avez parlé de la Sisterhood Power, le pouvoir de la sororité, des femmes qui se mettent ensemble. Une phrase chacune, s'il vous plaît, pour inspirer notre auditoire sur ce thème. Une phrase. Je dirais, je reprends les acquis dont Ruth parlait. On est toutes debout sur les épaules d'une femme ou de femmes qui ont lutté. Alors, il ne faut pas oublier, chacune d'entre nous, à soulever une autre femme qui nous suit. Une phrase. Je dirais qu'il faut oser voir plus loin que nos frontières et bâtir des relations durables avec nos sœurs ailleurs dans le monde et notamment en Afrique. J'irais sur la même tangente de dire assurez-vous de conserver et puis d'améliorer ces belles relations-là. Le réseautage qu'on fait ce soir, c'est vraiment très riche et c'est important. Et se soutenir les unes les autres, ça vaut beaucoup. Donc, merci beaucoup. Un proverbe en Afrique dit que c'est deux mains qui applaudissent. Une seule ne pourrait pas applaudir. Donc, juste pour renforcer ce qu'on vient de dire, c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions en échangeant, en discutant. Et au Sénégal, ça marche beaucoup. Quand tu viens quelque part, tu dis c'est telle personne qui m'a orienté vers vous. Donc, voilà. Donc, voilà, nous formons une force ensemble. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vraiment un panel super inspirant. Mesdames, vous incarnez la passion, la persévérance, la résilience. Et moi, je veux finir... Attendez, ne vous levez pas. Non. Oui, ça y est, on les sort. En fait, je vais finir avec audace parce que je dois faire un appel à l'action, sinon je perds ma job. OK. Donc, le 30 octobre prochain aura lieu la 25e édition du Prix Femmes d'affaires du Québec. 25 ans que ce prix perdure au Québec. C'est très, très symbolique. Et je vous demanderai, mesdames, pour vous et pour toutes celles qui vous entourent, les femmes que vous connaissez, poussez-les à avoir plus d'audace et à soumettre leur candidature. Donc, à partir du mois d'avril, les candidatures vont être ouvertes. Donc, je vous demanderai d'encourager. On parlait de sororité, on parlait d'entraide. Alors, faisons-le parce que on aime les voir briller. Et si vous voyez le prix Femmes d'affaires du Québec, toutes ces étoiles qui sont là, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur et on a besoin de femmes comme ça. Alors ça, je n'ai pas fini parce que je dois également mettre la lumière sur toutes les femmes qui sont venues exposer de l'autre côté. Puis je vous dis, vous avez été attentives, je vous ai vu, vous avez pris des notes en plus et donc vous avez gagné votre verre de vin. Donc j'aimerais juste que vous visitiez les kiosques, c'est important de les nommer. 1001 pages, ADP, Aléas, Aro Artiste Peintre, B2B2Go, le Ceci, Equilab, Leader de valeur et North Human Solutions. Donc voilà, je vous souhaite un très bon réseautage, mesdames et messieurs, et à bientôt.